merci à Jérôme, un grand merci à vous pour votre invitation. Très content de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Jérôme vient de me présenter, hein, donc j'ai rien de particulier à ajouter. Effectivement, je suis ingénieur dans l'industrie et puis je suis auteur et conférencier, voilà, auteur de différents ouvrages, dont le dernier porte sur les enjeux énergie-climat. Et donc la question que j'ai envie de traiter avec vous aujourd'hui, c'est celle qui s'affiche ici, à savoir transition écologique ou décroissance. Parce que effectivement, j'ai l'impression de plus en plus que dans le débat public, on tend à cliver un petit peu comme s'il y avait deux camps, comme s'il y avait d'un côté ceux qui ne juraient que par la technique et qui misaient tout sur une transition à base justement de progrès techniques et qu'on soit un petit peu comme ça, dans le technosolutionnisme. Et de l'autre côté, il y aurait un autre camp qui serait la décroissance, qui considérerait qu'il n'y a rien de bon dans la transition et qui ne jurerait que par la sortie du modèle productiviste et consumériste. Et moi, je pense qu'il y a une part de vérité dans ces deux approches, et c'est ce dont je vais essayer de vous convaincre aujourd'hui, du fait que, voilà, pour moi, il ne faut pas choisir entre ces deux approches, et il faut plutôt les mener de front et les articuler. Euh, donc, la façon dont je vais dérouler ça, alors je vais rapidement revenir sur le constat, mais j'imagine que vous le connaissez, donc je vais aller assez vite. Et ensuite, je vais aborder l'un après l'autre les deux grands aspects donc que je viens d'évoquer, à savoir la transition dans un premier temps, au sens classique du terme. Je définirai ça un petit peu plus précisément tout à l'heure. Et puis la décroissance, et de voir à chaque fois qu'est-ce qu'on peut attendre de la transition et quelles sont à l'inverse ses limites, et qu'est-ce qu'on peut attendre de la décroissance et quelles sont à l'inverse ses limites. On verra que ces limites à chaque fois ne sont pas de même nature dans les deux cas, mais voilà, justement, c'est ça qui sera intéressant. Donc, sur le constat, donc très rapidement, bon, on est face à une crise écologique multifactorielle, multidimensionnelle, mais au sein de laquelle il y a quand même un sujet numéro un qui ressort, qui est évidemment la question des énergies fossiles, le fait qu'on soit extrêmement dépendant des énergies fossiles, donc pétrole, gaz, charbon. Donc, quand je dis extrêmement dépendant, c'est 80% du mix énergétique mondial, c'est deux tiers du mix énergétique français, euh, puisqu'encore une fois, hein, le mix électrique français, lui, est largement décarboné, mais le mix énergétique en général ne l'est pas, ou l'est très insuffisamment. Donc ces énergies carbonées, elles sont omniprésentes et elles posent un double problème, ce qu'on appelle parfois la double contrainte carbone. C'est d'une part un problème de pollution globale, à savoir le dérèglement climatique, puisque la combustion des énergies fossiles, alors c'est pas 100% des émissions de gaz à effet de serre, hein, il y a aussi la déforestation, l'agriculture, d'autres causes comme ça, mais enfin, on considère que c'est environ 70% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est le gros morceau. Et indépendamment de ça, il y a un deuxième problème qui est logiquement indépendant du premier, qui est un problème d'épuisement des ressources, c'est-à-dire que comme les hydrocarbures sont présents en quantité finie dans nos sous-sols et ne se renouvellent pas aux échelles de temps humaines, chaque fois qu'on pioche dans ces stocks, on les vide un peu plus. Et donc là, on risque de se retrouver face à un problème de ce que ça s'appelle le pic pétrolier et gazier, donc le moment où la production va commencer à baisser pour des raisons de contraintes géologiques. Donc ça, c'est un problème géologique global, ce qui se double d'un problème géostratégique quand vous êtes un pays comme la France qui n'a pas ou plus d'hydrocarbures dans ses sous-sols, et qui peut se doubler, ou se tripler d'un problème économique et financier quand les prix explosent, puisque les prix sont fixés sur des marchés financiers internationaux, et donc vous pouvez avoir un problème de quantité ou un problème de prix, et dans les deux cas, quand votre économie dépend intégralement de ces ressources, vous êtes en grave difficulté. Voilà, donc on a ces hydrocarbures et ces énergies fossiles qui sont omniprésentes et qui à la fois polluent et à la fois risquent de venir à manquer prochainement. Donc l'idée, c'est d'en sortir le plus vite possible. Jusqu'ici, je pense que je vous apprends rien. Et donc, comment on peut sortir de ces énergies fossiles? Il y a finalement deux grandes façons d'envisager les choses qui ne sont pas exclusives. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de défendre aujourd'hui. La première façon de faire, c'est de dire, on va essayer de diminuer ce qu'on appelle l'intensité carbone de notre économie, c'est-à-dire faire en sorte que chaque point de PIB, chaque quantité produite soit moins carbonée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc ça, c'est généralement ça qu'on entend par transition au sens classique du terme. Et puis l'autre volet, c'est de dire, on va pas uniquement diminuer l'intensité carbone du PIB, on va diminuer le PIB tout court. Et là, c'est la baisse des volumes produits et consommés. C'est donc
une sortie du modèle productiviste et consumériste. Et là, c'est ce qu'on appelle plutôt la décroissance. Euh, et donc, quelle que soit la méthode employée, le but, à l'arrivée, c'est d'être ce qu'on appelle au zéro émission nette. Alors, traditionnellement, on vise ça à l'horizon 2050. Et les émissions nettes, c'est quoi? C'est les émissions brutes, c'est-à-dire ce qu'on émet, moins les puits de carbone, c'est-à-dire ce qu'on réabsorbe. Et le but, c'est d'arriver à la neutralité carbone, c'est-à-dire de ne pas émettre plus que ce qu'on est capable de réabsorber. Et ceci à l'horizon 2050, typiquement, même si en toute rigueur, c'est en fait plus compliqué que ça, parce que ce qui compte, c'est pas uniquement le point d'arrivée, c'est bien le cumul des émissions, autrement dit l'intégrale de ce qu'on émet, qui ne peut pas dépasser un certain budget carbone si on veut maintenir le réchauffement climatique sous un certain, sous un certain seuil. Donc, première façon donc d'essayer de décarboner notre économie, on l'a dit, c'est la transition. La transition au sens classique, au sens traditionnel du terme. Et là-dedans, alors, voilà un petit schéma d'ensemble, et je vais aller ensuite zoomer sur chacune des branches. Mais la transition, en fait, ça peut être un petit peu tout ça, un petit peu tout ce que j'affiche là. Euh, le premier truc auquel on pense quand on parle de transition, c'est généralement l'électrification. Euh, on se dit, voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on peut électrifier. Si l'électricité qui permet cette électrification est elle-même bas carbone, typiquement renouvelable ou nucléaire, eh ben, on a décarboné les usages en question. C'est pas la seule façon de faire, on peut aussi utiliser de la biomasse, notamment dans les usages qui sont compliqués à électrifier. Mais la biomasse représente elle-même un vivier limité, donc il y a des cas où on est bien content de pouvoir utiliser autre chose, à savoir la chaleur renouvelable, dans les cas où on aurait besoin de produire de la chaleur, mais on ne voudrait pas avoir recours à de la combustion de biomasse. Euh, et puis, alors, tout ça, hein, électrification, biomasse, chaleur renouvelable, c'est à chaque fois, il s'agit de décarboner l'énergie utilisée. Mais il y a aussi un autre angle d'attaque qui est de dire, mais utilisons moins d'énergie à usage constant. Et là, c'est tout ce qui est efficacité énergétique. C'est-à-dire que grâce au progrès de la technique, on pourrait avoir des procédés et des équipements moins consommateurs d'énergie. Et donc on diminuerait notre consommation sans diminuer nos usages. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de décroissance. Voilà. Et donc tout ça, donc soit de consommer moins d'énergie à usage constant et ou de décarboner cette énergie, ça va permettre de diminuer ce qu'on appelle les émissions brutes, c'est-à-dire ce qu'on émet. Mais après, on peut aussi, en parallèle de ça, augmenter les puits de carbone, c'est-à-dire ce qu'on réabsorbe. Et là, on peut le faire de manière naturelle, typiquement bah, en redéveloppant les surfaces forestières, ou de manière artificielle, avec des dispositifs dont je dirai un mot tout à l'heure. Et donc, si on arrive à baisser les émissions brutes et à augmenter les puits de carbone jusqu'à ce que les deux se rejoignent, et ben on est au zéro émission nette, on est à la neutralité carbone. Donc c'est ça qu'il faut essayer de mettre en œuvre. Euh, un petit point de méthode avant d'aller zoomer sur les différentes branches de ce petit schéma. Euh, il faut préciser sur quel périmètre on travaille. Donc là, tout ce qui va suivre concerne, dans mon exposé, la France. On pourrait faire le même type d'exercice pour un autre pays ou au niveau européen, au niveau mondial. Ce ne seraient pas exactement les mêmes enjeux et les mêmes ordres de grandeur. Euh, et il importe aussi de préciser qu'est-ce qu'on compte et comment. Typiquement, dans la stratégie nationale bas carbone, donc la stratégie du gouvernement français, on raisonne généralement en émissions territoriales, c'est-à-dire tout ce qui est émis sur le territoire national, et non pas en empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est tout ce qui est émis pour satisfaire la consommation de la population française. Alors, vous allez me dire, c'est quasiment pareil. La grosse différence, c'est que l'empreinte carbone compte les importations. Et les importations, en fait, c'est une énorme partie. Et c'est à peu près la moitié de notre empreinte carbone aujourd'hui. Donc, quand la SNBC raisonne en émissions territoriales, déjà, il y a un petit biais à ce niveau-là. En tout cas, il y a une façon de faire qui peut déjà être discutée. Voilà. Mais si on retient cette façon de faire et qu'on s'intéresse donc aux émissions territoriales, en ordre de grandeur, elles sont aujourd'hui d'environ 400 mégatonnes d'équivalent CO2 par an. Tous les ans, on émet environ 400 mégatonnes de CO2 ou d'équivalent CO2. Et ce que dit la SNBC, ce que dit la stratégie nationale bas carbone, c'est on va essayer de diviser ça par 5 en 30 ans, passer de 400 à 80. Et dans le même temps, on aura fait augmenter les puits de carbone jusqu'à 80 mégatonnes. Et donc, ça s'équilibrera et on sera à la neutralité carbone en 2050. Au niveau français, c'est ça
la stratégie qui est proposée. Et alors donc, là, on en arrive aux différentes branches de mon petit schéma de tout à l'heure, et donc je vais commencer par les puits de carbone. Dire voilà, on a besoin de 80 mégatonnes de puits de carbone. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est facilement envisageable? Alors, bon, il y a différentes études qui ont été faites et qui montrent que ça va pas être simple. Il y a notamment eu un travail de France Stratégie, donc qui est un organisme qui dépend du Premier ministre, et qui explique que les puits de carbone dans la SNBC, donc ils vont devoir être multipliés par deux les puits de carbone naturels, donc les forêts typiquement, euh, ou le carbone stocké dans les sols agricoles, ce genre de choses. Ça va devoir être multiplié par deux entre maintenant et 2050 pour atteindre 65 mégatonnes. Et on va devoir ajouter à ces 65 mégatonnes 15 mégatonnes de puits de carbone artificiels pour avoir en tout nos 80 mégatonnes. Et ça, malheureusement, c'est assez mal parti parce que, d'une part, les puits de carbone naturels ont plutôt tendance à se dégrader. Les forêts ont plutôt tendance à être en mauvaise santé, notamment sous l'effet du réchauffement climatique, des chaleurs, des incendies, des sécheresses, etc. Donc là, il y a une forme de cercle vicieux. Donc du côté des puits de carbone naturels, c'est pas gagné. Et du côté des puits de carbone artificiels, on parle de dispositifs qui aujourd'hui sont assez peu matures. On est sur quelque chose d'encore embryonnaire, d'encore expérimental, qui pèse quasiment rien. Et donc déployer ça massivement en quelques décennies, c'est un pari. Voilà. Donc sur les puits de carbone, on n'est pas du tout assuré d'arriver à réabsorber nos 80 mégatonnes. Et donc si on n'y arrive pas, si on fait moins, ça veut dire qu'il faut d'autant plus baisser les émissions brutes pour être à la neutralité carbone, forcément. Donc ça, c'est une première mauvaise nouvelle. Euh, alors ensuite, bon, considérant quand même ce niveau de puits de carbone, ce que considère aussi la SNBC, c'est donc de l'efficacité énergétique, donc une forte réduction de la consommation d'énergie, malgré de la croissance économique. On suppose vraiment qu'on est beaucoup plus efficace en termes d'efficacité énergétique. Et on passerait comme ça de 1600 TWh à 930 TWh, donc toute énergie confondue, hein, entre maintenant et 2050. Donc ça fait du moins 40%. C'est ce que suppose la SNBC et RTE, donc le réseau de transport d'électricité française, dans leur très bon rapport sorti en 2021, ils commandent ce chiffre de la SNBC, qui pourrait être une hypothèse d'entrée, et ils disent c'est quand même très optimiste, parce que réduire de 40% notre consommation d'énergie, ça veut dire revenir au niveau d'énergie qu'on consommait dans les années 60. Euh, Tout en continuant la croissance économique, encore une fois, hein, dans la SNBC. Donc c'est un niveau de pari en termes d'efficacité énergétique qui est très optimiste et qui est plus optimiste que ce que supposent beaucoup de pays voisins, au passage. Donc là-dessus, il est probable, là encore, que nous ne soyons pas à l'attendu. Et donc c'est la deuxième mauvaise nouvelle. Première mauvaise nouvelle, on risque d'avoir moins de puits de carbone qu'attendu. Deuxième mauvaise nouvelle, il est possible que l'efficacité énergétique ne s'améliore pas autant qu'on voudrait. Euh, et ensuite, donc, j'arrive sur le détail des différents moyens de décarboner l'énergie. Donc, on l'a dit, il y a la biomasse. Donc la biomasse, c'est trois choses. C'est la biomasse solide, typiquement le bois, la biomasse liquide, par exemple les biocarburants, et la biomasse gazeuse, donc typiquement le biogaz. Donc là, pareil, la question, c'est combien on en aura à l'horizon 2050. Et encore une fois, France Stratégie a un petit peu analysé ça et a comparé ça avec les hypothèses de la stratégie nationale bas carbone. Aujourd'hui, quand on regarde la biomasse agricole, on en utilise à peu près 40 TWh. Le potentiel maximal évalué par France Stratégie, c'est plutôt 120 TWh, donc on a quand même une grosse marge de manœuvre. Mais la stratégie nationale bas carbone, elle suppose encore bien plus, elle suppose 250 TWh. Donc là, pour le coup, on voit qu'il y a quand même un énorme gap à franchir entre ce qui paraît être utilisable au maximum et ce sur quoi s'appuie la SNBC. Donc là encore, il y a un certain niveau d'optimisme qui peut être quand même largement discuté. Alors ensuite, il y a la chaleur renouvelable. Alors ça, je vais pas être très long là-dessus, mais c'est important, je pense, d'en dire un mot parce que souvent, c'est assez peu présent dans les débats sur l'énergie. La chaleur renouvelable, c'est un ensemble de choses.
Alors, il y a la chaleur renouvelable avec combustion, mais là, ça revient généralement à brûler de la biomasse, donc ça se rapporte à ce que j'ai raconté juste avant. Et il y a la chaleur renouvelable sans combustion, et là, c'est plusieurs choses. C'est d'une part le solaire thermique, parce que donc il y a le solaire photovoltaïque, où on transforme l'énergie solaire en électricité, mais il y a aussi le solaire thermique, où on transforme l'énergie solaire directement en chaleur pour des usages quotidiens. Donc ça, c'est de la chaleur renouvelable. Vous avez aussi la géothermie, la chaleur issue des sous-sols. Vous avez la chaleur de récupération, ça c'est quand il y a des procédés industriels qui génèrent de la chaleur fatale, c'est-à-dire sans que ça soit ça le but visé, mais il se trouve que cette chaleur est générée et plutôt qu'elle soit perdue, on se dit bah, on va la récupérer. Et puis il y a les pompes à chaleur qui sont des moyens de chauffage électriques, mais qui consistent à aller chercher des calories dans l'air extérieur ou dans les sous-sols et qui donc sont considérés comme de la chaleur renouvelable. Et ça, mine de rien, la chaleur renouvelable sans combustion, ça permettrait de couvrir à peu près alors tous les besoins basse température. Ça ne permet pas d'aller faire de la haute température, par exemple dans l'industrie lourde, mais sur la basse température, ça permettrait de couvrir, nos besoins de chaleur. Or, les besoins de basse température, c'est à peu près 75 de nos besoins de chaleur, qui aujourd'hui sont aux 3/4 couverts par du fossile, ou par des technologies avec combustion de biomasse, mais la biomasse étant limitée, ben, on préférerait l'utiliser pour autre chose. Donc là, il y a un vrai usage possible de la chaleur renouvelable. Et puis, donc après la biomasse et la chaleur renouvelable, j'en arrive au troisième grand moyen de décarboner l'énergie qu'on utilise, et c'est évidemment l'électrification, alors qui est généralement le gros morceau dont on parle le plus, et à juste titre, hein, parce que ça va faire une grosse partie du boulot. Ce que je disais, c'est que voilà, on attaque le gros morceau, à savoir l'électrification, et donc la SNBC, comme la plupart des scénarios, considère qu'on va électrifier un certain nombre de choses. Donc voilà, les transports, le chauffage, l'industrie, autant que possible. L'idée, c'est de passer à de l'électrique. Et quand on fait tout ça, on se retrouve avec une forte augmentation de la consommation électrique, puisque on a plus un tiers de consommation électrique en 2050, selon la SNBC. Donc c'est là-dessus que la RTE repart dans ces scénarios de mix électrique français. Et donc, il faut bien noter que c'est plus 35% de consommation électrique, alors qu'on fait moins 40% sur la consommation énergétique totale. Donc, autrement dit, la part de l'électricité dans le mix énergétique augmente très fortement. Aujourd'hui, on est à 20-25%. En 2050, on serait à plus de 55% avec ces hypothèses-là. Alors le problème, donc c'est le slide d'après, le problème c'est que il y a un certain nombre de limites à l'électrification. Alors déjà, on ne peut pas tout électrifier. Par exemple, la voiture électrique, ça existe, mais l'avion électrique, c'est compliqué. Ça peut s'envisager sur des petits avions, mais les batteries sont trop lourdes pour avoir des longs courriers ou même des courts ou moyens courriers électriques. Euh, Électrifier, ça demande aussi du temps, c'est-à-dire qu'il faut le temps de renouveler tous les parcs. Même si demain matin vous vendez 100% de voitures électriques, il faut le temps que les gens aient changé leur voiture et donc vous n'aurez pas 100% du parc en électrique du jour au lendemain. Électrifier, ça demande aussi des métaux. Alors là, vaste sujet, il n'y a pas forcément de consensus là-dessus, mais enfin, quand on lit des gens comme Emmanuel H ou comme Olivier Vidal, on voit qu'on va quand même avoir un souci à ce niveau-là, notamment sur les réserves de cuivre et de cobalt, mais aussi de lithium, de nickel. Et là, c'est notamment dû à la mobilité électrique, hein. C'est pas tellement les énergies renouvelables qui consomment beaucoup de ressources, même déployées massivement. Mais par contre, le véhicule électrique, déployé massivement sans effort particulier sur la sobriété ou le recyclage, poserait à un moment des questions en termes de ressources métalliques. Donc, donc il peut y avoir un vrai sujet de ce côté-là. Et puis évidemment, pour pouvoir tout électrifier comme ça, encore faut-il avoir suffisamment d'électricité. Sinon, on ne pourra pas électrifier tous les usages qu'on veut. Et encore faut-il que cette électricité soit bas carbone. Sinon, l'électrification sera inutile, voire contre-productive. Et donc ça nous amène à nous dire, bah, il faut déployer fortement les moyens de production d'électricité bas carbone, à savoir le renouvelable et ou le nucléaire. Alors, aujourd'hui, le mix électrique français, c'est 65%, 70%, ça dépend un peu des années, de nucléaire. Donc, le gros morceau du mix électrique français aujourd'hui, c'est le nucléaire. Euh, mais essayer de maintenir cette part dans le mix électrique français va être un véritable défi. C'est ce qu'explique bien RTE dans son rapport. Parce que
En fait, le gros du parc nucléaire français a été construit dans les années 80-90 en réponse au choc pétrolier, pour une durée de vie initiale d'environ 40 ans. Et donc là, dans les années 2020, bah, un certain nombre de réacteurs arrivent en fin de vie. Et donc, on risque d'être confronté à ce qu'on appelle l'effet falaise, c'est-à-dire une fermeture en cascade de nombreux réacteurs nucléaires du parc. Alors, ça n'a rien d'inéluctable parce qu'on peut prolonger ces réacteurs jusqu'à 50 ans, ça c'est l'objet du grand carénage, potentiellement 60 ans, potentiellement même au-delà. Mais à chaque fois, évidemment, il faut avoir l'accord de l'autorité de sûreté nucléaire. Et si les conditions de sécurité sont pas réunies, bah, il y a le risque que la SN dise non et qu'on soit obligé de fermer le réacteur en question. Et donc ça, c'est pour ce qui est de prolonger le nucléaire historique. Et après, il y a un autre axe qui est de développer du nouveau nucléaire. Donc là, c'est les EPR2 essentiellement, mais c'est aussi ce qu'on appelle les SMR, donc Small Modular Reactor, donc petits réacteurs nucléaires. Mais là, donc quand on regarde ce qui est envisagé dans les scénarios, alors, typiquement dans le scénario le plus nucléarisé de RTE, donc pour avoir 50% du nucléaire dans le mix électrique en 2050, on doit prolonger tout le nucléaire historique jusqu'à 60 ans, on doit prolonger un certain nombre de centrales même au-delà de 60 ans, et sur le nouveau nucléaire, on doit faire 14 réacteurs de type EPR2, dont les premiers arriveraient dès 2035, les 6 premiers arriveraient dès 2035, et en plus, on devrait déployer 4 gigawatts de SMR. Alors que les SMR aujourd'hui, bon, c'est encore au stade embryonnaire. Les EPR2, 2035, c'est ambitieux puisque même le PR1 de Flamanville, bon, n'est pas encore en fonctionnement après un chantier qui a pris plus de 10 ans de retard. Donc on voit que tout ça, c'est très ambitieux, et même si on arrive à faire tout ça d'un coup, on ne fait que maintenir la part du nucléaire à 50%, alors qu'elle est aujourd'hui à 70%. Donc autrement dit, même dans le scénario le plus optimiste, en tout cas jugé comme tel par RTE, la part du nucléaire dans le mix électrique devrait plutôt baisser. Et donc, dit autrement, si le nucléaire fait maximum 50%, ça veut dire que le renouvelable fait minimum 50%, entre 50 et 100%. Et alors donc là, il y a des gens qui disent, bah oui, mais dans ce cas-là, pourquoi pas faire que du renouvelable? Et donc ça, le problème, c'est que ça suppose aussi un certain nombre de paris. Ça, en termes de rythme de déploiement. Alors, il y a la question de la gestion de l'intermittence, mais ça, il y a quand même maintenant de plus en plus de moyens de gérer ça, donc je pourrais en dire un mot s'il y a des questions, mais le, le, le vrai défi, c'est celui des rythmes de déploiement, puisque si on prend le scénario de RTE le plus pro-renouvelable, donc le M0 dans lequel on sort du nucléaire en 2050, euh, là, ça veut dire qu'on a une performance en termes de déploiement du renouvelable qui est meilleure que les meilleurs élèves européens pour chaque type de renouvelable, et ce pendant 30 ans. Donc là encore, c'est un scénario très très optimiste. Et donc, on sent bien que si on pousse à fond le nucléaire, ça nous oblige à faire des paris, que si à l'inverse, on pousse à fond le renouvelable, ça nous oblige à faire d'autres paris, et que quelque part, ce qui est un petit peu le moins risqué, c'est de pousser les deux à fond pour minimiser les risques. Euh, et donc, ce qui permet un petit peu de sentir ça, c'est que si on va voir même les scénarios, et c'est le slide d'après, même les scénarios des pro-nucléaires les plus véhéments, si je puis dire, c'est-à-dire que quand on regarde par exemple les scénarios des voies du nucléaire, donc, qui considèrent que RTE est trop modéré et qu'on pourrait faire plus de nucléaire que ce qu'annonce RTE, en fait, même eux, ils considèrent que le nouveau nucléaire n'entre pas en scène avant le début des années 2040. Et donc, même s'ils considèrent qu'à terme, on peut en faire beaucoup et être bien au-delà des 50% dans le mix électrique, bah, entre maintenant et 2040, comme la consommation électrique va devoir augmenter et que le nouveau nucléaire ne sera pas encore disponible, bah, ça veut dire qu'il faut entre-temps développer massivement le renouvelable. Et donc, ça les amène à développer dans leur scénario massivement le solaire, l'éolien. Et ensuite, c'est le nouveau nucléaire qui prend le relais. Donc, la part du renouvelable rediminue. Mais ils ont quand même besoin de faire massivement du renouvelable de manière transitoire. Et vous avez un peu le symétrique de ça sur le slide d'après. Voilà, chez les anti-nucléaires. Donc, si on va voir par exemple Negawatt, eux, ils sont clairement anti-nucléaires. Donc, ils sont pour sortir du nucléaire le plus vite possible. Et donc, eux, à l'inverse, ils trouvent que RTE est pas assez optimiste sur le renouvelable. Et ils disent, voilà, RTE considère qu'on peut pas sortir du nucléaire avant 2050. Mais nous, Negawatt, on propose de sortir dès 2045. Donc, ils vont un cran plus loin que RTE. Mais même eux, ils sortent pas demain matin, ils sortent en 2045. Ce qui veut dire que jusqu'en 2045, ils ont besoin du nucléaire. Et donc on sent bien que voilà, que électrifier massivement les usages
À court terme, ça va être compliqué si on décide en plus de faire l'impasse sur un des deux grands moyens de production d'électricité bas carbone. Donc à l'arrivée, toute la question, une fois qu'on a fait ce rapide tour d'horizon sur tout ce qui est transition au sens classique du terme, c'est est-ce que ça peut suffire? Et donc on voit que c'est pas évident en fait. On voit que voilà, si on raisonne sur la stratégie nationale bas carbone du gouvernement, bon, déjà on raisonne en émissions territoriales et pas en empreinte carbone, donc on compte pas les importations. En plus, on a un optimisme très élevé en matière de puits de carbone, d'efficacité énergétique et de vivier de biomasse disponible. Donc si on n'est pas à l'attendu sur ces différents leviers, ça veut dire qu'il faudra en faire encore plus en termes d'électrification. Et même si on était à l'attendu sur ces leviers, on est quand même sur plus un tiers de consommation électrique, ce qui suppose un très fort développement du renouvelable et ou du nucléaire, avec derrière quand même des gros paris, qui deviennent des paris encore plus risqués si en plus on se limite sur le renouvelable ou on se limite, voire on s'interdit le nucléaire. Et donc moi ma position là-dessus, c'est que il faut faire autant de transitions que possible, le plus vite possible, et que pour faire ça en minimisant les risques, il faut jouer sur tous les leviers à fond. Mais euh, même en faisant ça, on n'est pas certain donc que ça suffise à atteindre nos objectifs climatiques et à nous sortir suffisamment vite de notre dépendance aux énergies fossiles. Et donc, pour moi, on est obligé d'envisager l'autre grand aspect de la démarche, à savoir la décroissance. Et donc là, la décroissance, alors effectivement, on va pas être sur le même type de considération. Jusqu'à présent, j'ai plutôt parlé technique. La décroissance, c'est une proposition sociale, socio-économique, et donc elle va aussi avoir des limites, mais qui vont pas être techniques ou industrielles comme pour la transition dont je viens de parler. Et donc là, il faut dire un petit peu quelle décroissance on envisage. Euh, Donc là, je vais donner ma définition à moi, hein. Évidemment, chacun peut avoir la sienne. Moi, la décroissance que j'imagine, déjà, c'est uniquement dans les pays riches. Dans les pays en voie de développement qui souffrent plutôt de l'extrême pauvreté, qui souffrent de famine, qui n'ont pas encore pu développer leur système éducatif, de santé ou de transport, la priorité est plutôt de faire de la croissance. Donc, c'est des pays qui n'émettent quasiment rien aujourd'hui. Euh, donc là, la décroissance, c'est dans les pays riches. Et dans les pays riches, c'est pas de la décroissance pour tout le monde pareil, c'est il y a des croissances davantage pour les riches que pour les pauvres, et c'est davantage de la décroissance pour les secteurs les plus superficiels et moins de décroissance, évidemment, voire pas de décroissance du tout pour les secteurs les plus essentiels. Donc c'est une décroissance sélective dans le sens où elle ne s'applique qu'à certains pays, donc géographiquement sélective, sélective au niveau de l'offre, c'est-à-dire qu'elle ne concerne que certains secteurs et pas d'autres, et sélective au niveau de la demande, c'est-à-dire qu'elle ne concerne que certaines catégories de la population et pas d'autres. Et puis, dernier critère que je me fixe, c'est que cette décroissance, elle ne doit pas se faire au détriment de l'emploi. C'est-à-dire que la décroissance de l'activité ne doit pas se traduire par une explosion du chômage, sinon, bah, évidemment, ça ne sera pas socialement soutenable. Donc la question que je pose, c'est jusqu'où on peut aller si on se fixe ces conditions-là. Donc, côté offre, je vais en dire un mot rapidement. Euh, les secteurs qu'on préserve, bah, typiquement, ça va être déjà les grands services publics essentiels. On va mal faire décroître l'éducation ou la santé ou les grands services publics régaliens comme la justice ou la police. On préserve aussi évidemment ce qui est nécessaire pour la transition. Parce que je dis, on fait de la transition et de la décroissance, donc il ne faut pas que la décroissance se fasse au détriment de la transition. Ça veut dire que, évidemment, on ne fait pas décroître le renouvelable, le nucléaire, on ne fait pas décroître les transports en commun ou le train. Donc tout ça, c'est des secteurs qui sont préservés. Et à l'inverse, il y a des secteurs qui vont être plus ciblés que la moyenne. Donc c'est d'une part les secteurs très carbonés. Là, ça rejoint la transition. Donc typiquement l'automobile thermique, l'aéronautique, les industries pétro-gazières, etc. Euh, et dans un autre ordre d'idée, ça va être aussi les secteurs les plus superficiels ou les moins essentiels. Typiquement le luxe, la mode, voire des secteurs qui incitent à la surconsommation comme la publicité. Donc il va y avoir un distinguo qui va être fait à ce niveau-là. Et sur le slide d'après, je vous ai mis, pour vous donner un ordre d'idée, le pourcentage, enfin, le poids que représente chaque grand secteur dans le PIB. Donc on voit par exemple l'agriculture, c'est environ 2% du PIB français. L'industrie manufacturière, c'est 13%, etc.
Les services non marchands, donc en gros, c'est les services publics, c'est 22%. Et donc, déjà, tout ça, on voit que ça va un petit peu limiter l'ampleur de la décroissance envisageable, parce que si on commence à dire qu'on touche pas à certains morceaux, bah, évidemment, ça limite l'ampleur de la décroissance. Par exemple, si je dis, bah, moi, je touche pas aux services non marchands, c'est-à-dire aux services publics et à l'agriculture, bah, ces deux morceaux-là, c'est à peu près un quart du PIB. Ça veut dire que déjà, je peux pas faire plus qu'une division par quatre. Et en fait, je peux faire beaucoup moins que ça parce que, évidemment, les autres secteurs, je vais pas les réduire à zéro. On a quand même besoin d'industrie et de services marchands, même si on dit qu'il en faut moins qu'aujourd'hui, bah, il en faudra quand même, en tant que tel, et aussi pour les services publics ou l'agriculture. Parce que tous les secteurs sont interconnectés. Donc, vous pouvez pas avoir de services publics, vous pouvez pas avoir d'hôpitaux si vous n'avez pas une production d'ambulances, et donc si vous n'avez pas bah, les industries qui vont avec, si vous n'avez pas extrait les métaux qui permettent de construire ces ambulances, etc. Donc, là, il faut faire un véritable exercice d'interdépendance sectorielle pour voir en fait jusqu'où on peut aller dans l'exercice. Donc, je ne vais évidemment pas rentrer dans ce niveau de détail-là, mais c'est pour dire que à partir du moment où on commence à sanctuariser certains pans de l'offre, on ne peut pas faire la décroissance globale aussi importante qu'on veut, ce qui est donc une première limite. Et il y a une deuxième limite au niveau de la demande. Donc là, c'est ce que j'affiche ici. Euh, Au niveau de la demande, on ne peut pas faire décroître de la même manière les revenus de tout le monde, sauf à causer de graves problèmes pour les plus défavorisés. Si on dit par exemple, bah, on divise par deux le PIB et bah, les personnes qui sont au SMIC vont se mettre à toucher un demi-SMIC, bon, ça déjà, vous êtes sûr d'être jamais élu avec un programme comme ça, et quand bien même vous mettriez en œuvre un programme comme ça, ce serait une catastrophe sociale. Donc c'est pas le but. Donc moi, la méthode que je propose pour gérer ça, et on pourrait en imaginer d'autres, c'est de dire, on va sanctuariser les revenus de la moitié la plus pauvre de la population. Donc les 50% les plus pauvres de la population, on ne touche pas à leurs revenus. Euh, les classes moyennes, c'est-à-dire les 40% suivants, je vais diminuer leurs revenus dans les mêmes proportions que la réduction globale. Si on réduit le PIB de 10%, bah, les classes moyennes voient leurs revenus réduits de 10%. Et les plus riches, c'est-à-dire le top 10% de la population, de la pyramide des revenus, eux vont faire variable d'ajustement. C'est-à-dire on va réduire leurs revenus d'autant qu'il faut pour que le compte y soit au global. Bon, voilà, c'est une façon de faire. Si on fait ça, donc là, Excuse-moi, si tu disais quelqu'un qui proposerait d'appauvrir les pauvres, il serait jamais élu, mais quelqu'un qui va appauvrir les riches, il ne pourra même pas se présenter. ouais, alors ça c'est une autre question. Alors, je vous propose qu'on y revienne dans les échanges parce que, mais effectivement, Non, c'était une blague. Une blague. non, non, mais c'est des vraies questions de comment se déroulerait le débat politique et le débat électoral. C'est une blague, mais pas complètement quand même. Il y a un vrai sujet. Euh, donc, ça c'est le niveau de vie aujourd'hui. Donc, à gauche, vous avez les 50% les plus pauvres de la population, donc tout ce qui est en dessous du cinquième décile, où on est donc à environ 1246 euros par mois. Après, vous avez les 40% intermédiaires, donc qui sont à environ 2300 euros par mois, ça c'est les classes moyennes. Et puis vous avez les 10% les plus riches qui aujourd'hui gagnent à peu près 5000 euros par mois. Euh, Si j'applique à ça une décroissance de 10%, donc ça doit être le slide d'après, voilà, 10%, donc je ne touche pas à la moitié la plus pauvre de la population, ils sont toujours à 1246. Les classes moyennes, donc je suis passé de 2300 à 2075, donc j'ai réduit de 10% leurs revenus. Et le top 10%, eux, ils sont passés de 5000 à un peu moins de 4000, à 3900, pour faire variable d'ajustement. Et donc, et on peut continuer comme ça à faire de la décroissance en réduisant petit à petit les inégalités. On peut faire de la décroissance en faisant porter l'essentiel de l'effort sur les plus riches et un peu sur les classes moyennes et en laissant les plus pauvres préservés. Donc là, c'est avec 20%. Si on va un cran plus loin, c'est 25%. Voilà, là, on réduit encore un peu plus les inégalités. Et arrivé à 30%, là, on voit qu'on n'est pas très loin du stade où tout le monde gagne pareil. Donc, ça commence à être compliqué d'aller au-delà. Et donc, voilà, ça permet de sentir que avec ce type de méthode, on sent qu'on peut quand même amortir une bonne dose de décroissance par de la réduction des inégalités. On peut faire un bon gros 20-30%. Mais par contre, arrivé à 30%, on est un petit peu à la limite. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, vu que tout le monde gagne à peu près pareil,
bah là, on ne peut pas aller plus loin sans appauvrir les pauvres et donc sans se retrouver dans des choses qui sont socialement et politiquement très compliquées. Ah, supérieur. Ouais, ouais. Euh, voilà. Et puis dernière question, donc c'est la question de l'emploi. On se dit, bah, si on réduit l'activité économique, est-ce qu'on va pas réduire le nombre d'emplois en proportion? Alors là, pour le coup, c'est une contrainte qui, à mon sens, beaucoup moins forte, puisque si on réduit le PIB, euh, on, alors, en fait, le PIB, on peut l'exprimer comme le produit de trois choses, le nombre d'emplois, combien de personnes travaillent, fois le temps de travail moyen, c'est-à-dire combien d'heures en moyenne par an ces personnes travaillent, fois la productivité horaire moyenne, c'est-à-dire combien on produit en une heure de temps. Si on multiplie les trois, on a globalement la production nationale en une année. Bon, ben, on peut très bien baisser cette production nationale sans toucher au nombre d'emplois. Il suffit pour ça simplement de baisser le temps de travail. Donc c'est ce que j'ai vu sur le slide d'après. Et on peut même aller un cran plus loin en disant, ben, en fait, je peux même augmenter le nombre d'emplois tout en baissant le PIB. Il suffit juste de baisser encore plus le temps de travail. Alors, je laisse de côté la question de la productivité, qui est un débat en soi, donc on pourra y revenir s'il y a des questions. Mais et, et donc la question après, c'est comment on baisse le temps de travail. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. Soit on peut baisser le temps de travail dans la semaine. Donc là, typiquement, c'est la semaine de 4 jours. Soit on peut baisser le nombre soit on peut baisser pardon, le temps de travail dans l'année. Et donc là, c'est typiquement en augmentant le nombre de semaines de congés payés. Soit enfin, on peut baisser le temps de travail à l'échelle de la vie. Et là, c'est typiquement en partant plutôt à la retraite. Bon, à l'inverse de ce qu'on voit un petit peu depuis quelques années, voire quelques décennies, mais voilà, on pourrait au contraire avancer l'âge de départ à la retraite et ça serait un autre moyen de réduire le temps de travail. Et donc un exemple, effectivement, c'est de dire, bah voilà, pour rester sur cet ordre de grandeur là de 20-30% de, de décroissance, voilà, typiquement, si on fait une décroissance de 30% du PIB, je veux neutraliser l'effet que ça pourrait avoir sur l'emploi, donc je baisse dans les mêmes proportions le temps de travail, je baisse de 30% le temps de travail. Et ça, bah, à quoi ça correspondrait? Ça correspondrait typiquement à passer à la semaine de 30 heures et en plus avoir 4 semaines de congés supplémentaires. Ce qui n'est pas non plus, voilà, ce qui est pas non plus inimaginable dans le principe. Ça ferait à peu près moins 30% de temps de travail. Euh, et donc après, donc il y a la question effectivement de l'acceptabilité politique d'un tel projet. Et donc de se dire, bah, effectivement, quelle chance on a d'être élu avec un tel projet. Là où justement je propose une méthode qui, d'après moi, maximise quelque part les chances d'avoir un projet présentable de décroissance. C'est que donc, si on résume ce que je viens de dire, j'ai d'une part, je maintiens l'emploi par une réduction du temps de travail. D'autre part, je maintiens le niveau de vie de la moitié la plus pauvre de la population. Donc, dit autrement, ça veut dire qu'il y a une moitié de la population qui va moins travailler, mais qui va gagner autant. Donc, il y a tout intérêt à ce scénario. Sachant qu'ensuite, dans les classes moyennes, bah, les gens travailleront moins et gagneront moins. Donc là, bah, certains seront contents, d'autres seront pas contents. Mais voilà, en tout cas, on a une moitié de la population qui gagne forcément. Et donc, il y a tout intérêt à voter pour ça, à condition évidemment que ça lui soit bien présenté. Et donc là, on peut rejoindre un peu l'action qui est tout à l'heure, c'est de dire bah, effectivement comment ça va être présenté dans le débat public. Et là, effectivement, si c'est présenté de façon biaisée, il faudra être bien pédagogue pour montrer qu'en fait, non, une moitié de la population gagne. Mais ce qui est intéressant derrière, même philosophiquement, c'est que avec un projet de ce type-là, on n'est plus uniquement dans une écologie de la contrainte, mais on est aussi dans une écologie de l'épanouissement. C'est-à-dire qu'on est en train de dire on aura plus de temps libre, et donc on aura un épanouissement individuel et collectif qui sera plus important, puisqu'on aura du temps libre pour faire tout ce qu'on veut. Même si ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas aussi de la contrainte. Parce qu'à côté de tout ça, il y a le volet transition qui implique de la réglementation, qui implique des taxes carbone, qui implique des choses comme ça, qui implique des interdictions. Donc il y aura une écologie de la contrainte, ça faut absolument pas le nier. Mais ce ne sera pas que de la contrainte, ce sera aussi de l'épanouissement, dans le sens où on aura davantage de temps libre disponible. Donc finalement, voilà, si on fait tout ça, moi, mon sentiment, c'est que la décélération, la décroissance maximale qui serait envisageable, ce serait d'environ 30% du PIB. Donc ça me paraît défendable, un 20-30%. Mais on sent bien que ça implique déjà d'aller très loin en termes de redistribution des richesses. Donc c'est pas du tout anodin comme programme politique et comme impact social, notamment pour les plus aisés, et même un peu pour les classes moyennes quand même, hein, dans une assez large mesure.
Et on voit bien que même si on fait tout ça, on ne réduit le PIB que de 30%. Or, il faut diviser nos émissions par 5, et donc, avec 30%, on en est très loin. Ça veut dire qu'il faut absolument de la transition. C'est-à-dire que la décroissance seule ne peut absolument pas suffire. Donc moi, de même que je pense que la croissance verte, c'est-à-dire faire que de la transition, ça peut pas suffire, je pense aussi que faire que de la décroissance, ça peut pas suffire non plus. Et je pense qu'il faut les deux. Et donc c'est un petit peu mon message de conclusion. Finalement, si je résume, on est face à une double contrainte carbone, changement climatique et épuisement des ressources fossiles. On a deux méthodes pour se décarboner. La transition, c'est-à-dire je diminue mon intensité carbone, et la décroissance, c'est-à-dire je diminue les volumes produits et consommés. Mais on voit que la transition, elle est techniquement et industriellement limitée, tandis que la décroissance, elle est socialement et économiquement limitée. Et que donc finalement, pour moi, c'est illusoire de penser que l'une ou l'autre pourrait tout à elle seule. Et donc je pense qu'il faut les pousser à fond autant que possible. Et c'est valable aussi au sein de la transition, c'est-à-dire qu'il y a différents degrés de liberté qu'il faut eux-mêmes pousser à fond. Il faut certainement pas commencer à opposer biomasse et électrification, ou au sein de l'électrification, renouvelable ou nucléaire, par exemple. Pour moi, il faut tout faire à fond. On a devant un problème tellement grave et tellement urgent, on ne peut pas se priver de degrés de liberté de pertinence. Je pense que ce serait une erreur. Voilà, je vous remercie pour votre attention.